zéro produit phytosanitaire sur les espaces gérés par les collectivités locales. C'est ce qu'imposera la loi de transition énergétique dès le 1er janvier 2017. Partout en Bourgogne-Franche-Comté, des villes et villages ont déjà supprimé les produits phytosanitaires et pratiquent autrement l'entretien de leurs espaces verts. Comment font-ils? Qu'ont-ils à nous transmettre de leurs expériences? Pourquoi ont-ils fait ce choix? Comment sont-ils devenus des précurseurs? Alors toutes les villes qui ont cette politique-là, c'est d'abord, je pense, quelque chose de personnel, que ce soit un élu qui au départ induit la démarche, ou un technicien qui vraiment a ça au fond de soi, si vous voulez, et qui l'induit à toute l'équipe. Quand j'ai pris la mairie, étant donné que j'étais vigneronne en biodynamie, il me semblait important que j'interdise les pesticides au niveau de la commune. D'une part, franchement, pour les employés municipaux, parce que c'est vrai qu'il faut les respecter. Donc après, c'est de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on a envie de se faire souffrance et puis de faire en sorte que notre santé aille mieux? Moi, j'ai mes gars, voilà, ils veulent aussi se protéger, quoi. Ils veulent vivre le plus longtemps possible. C'est quand même à la fois le bien-être et le confort des agents. On n'a pas envie qu'ils aient des cancers. Et puis aussi le bien-être et le confort à la fois des habitants, des usagers, qui soient humains mais qui soient aussi animaux. Et surtout, nous avons un village qui avance 60 enfants, qui jouent beaucoup dans la rue, et les gens ne sont pas encore assez sensibilisés que lorsqu'on marche dans des pesticides, on se frotte aux pesticides, on les rapporte dans la maison. Donc c'est un ensemble, c'est un travail de longue haleine. Et quand la pluie entraîne ces produits dans les caniveaux, les ruisseaux, les rivières, la pollution de l'eau et des nappes phréatiques oblige à une prise de conscience précoce et à l'arrêt de l'utilisation du phytosanitaire. L'utilisation des pesticides non agricoles est préoccupante, car à peu près 50% des quantités appliquées dérivent vers les eaux. Cette quantité n'est que de 1% pour les pesticides agricoles, qui sont utilisés sur des terrains perméables. Le principal risque pour les pesticides non agricoles, c'est donc le transfert direct, puisque ces produits sont principalement utilisés sur des surfaces imperméables, les voiries, donc reliées avec les réseaux d'eau pluviale. En tout cas, tout le monde est concerné par l'utilisation des pesticides et les collectivités doivent montrer l'exemple, aussi bien au monde agricole qu'aux particuliers, en montrant que d'autres solutions sont possibles. L'eau a toujours été essentielle à la structuration de Clemcy. Actuellement d'ailleurs, nous accueillons une industrie agroalimentaire et là encore, la nécessité d'avoir une ressource en eau potable est essentielle pour l'économie de notre territoire. Nous, l'élément déclencheur, c'est la protection du captage. Un captage qui était pollué par les nitrates, l'atrazine, et puis d'autres molécules, et puis aussi de la turbidité, aussi, beaucoup de turbidité. On était obligé de passer aux zéro pesticides parce que moi, je demande aux agriculteurs de faire des efforts, et puis nous, on faisait rien. Alors, enfin, on faisait pas grand-chose. En plus, le cimetière, il y a 200 mètres du captage, de nous dire, les pesticides, ils y vont directement. Et il y a une pluie, il n'y en a pas pour longtemps, c'est des terrains très filtrants, des terrains calcaires très filtrants. 48 heures après, c'est dans le captage. Alors un jour, ils se sont lancés. Au départ, on avait listé 3 espaces pilotes et au bout de quelques jours de réflexion, on s'est dit on peut la lancer sur l'ensemble de la commune, y compris le cimetière. Ce qui était un gros pari au départ. Nous, on était dans les premiers, on a fait nous-mêmes, comme on le sentait. On est parti un peu à l'aventure là-dessus. Ça n'a pas été facile au départ, puisque on a essayé beaucoup d'alternatives jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui fonctionnait. La binette, c'est un outil indispensable pour un cantonnier, encore plus quand on désherbe. Non, moi sans binette, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je vois pas quel outil on pourrait mettre à notre disposition pour
pour aller plus vite, à part reprendre le pesticide. Sinon, non, la binette, c'est indispensable, bien sûr. Ouais. On a acheté des pioches, des binettes, et on a abandonné le pulvérisateur pour un désherbage classique, comme on faisait il y a 40 ans, avec la pioche et la binette, quoi. Bien sûr, les anciennes méthodes, le désherbage manuel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. On a la petite binette classique qui permet aussi le racloir, qui permet tout à fait de répondre aux besoins. On s'est rendu compte que sur les pissenlits, tout ça, on n'avait pas une grosse action avec les chalumeaux. Donc on a pris la binette et on s'est rendu compte que la pousse était bien moins rapide. Pour le cimetière, tout ça, on ne peut pas passer donc entre les tombes, donc on prend la binette. C'est sûr qu'on perd du temps, mais on en gagne après. Nous avons également investi dans une binette électrique. C'est une petite binette qui travaille à partir d'une batterie, qui se trouve dans le dos de l'utilisateur et qui fait le geste de raclage à la place de l'homme. Cet outil a fait l'unanimité de la part de mon équipe. D'ici la fin de l'année, nous allons investir dans une deuxième binette parce qu'on a un rendement important, une facilité d'utilisation énorme et ça nous permet vraiment de répondre au zéro pesticide. Il y a 2-3 ans de ça, on a bénéficié par le biais de l'agence de l'eau de subventions, donc on s'est équipé de matériel qui commence à apparaître. Qui a un nom un peu rébarbatif qui s'appelle le réciprocator, une sorte de débroussailleuse avec une double lame qui tourne et qui donc cisaille l'herbe, ce qui évite les projections. Et pour nous, personnels municipaux qui travaillons sur la voirie avec les voitures et autres, les problèmes de projection pour le désherbage étaient un gros problème. Donc c'est vrai que cet appareil-là est très pratique pour nous parce qu'on peut même aller jusqu'au pied du mur, ça abîme ni le mur ni les lames. On a acquis ça et on en est bien content. Il y a des petites brosses rotatives qui sont montées sur un petit tracteur, voilà, pour nettoyer les trottoirs. Sur certains endroits, ça fonctionne très bien, mais il y a d'autres endroits où il faut revenir au matériel ancestral, c'est-à-dire la binette, les petits engins, la petite pelle, voilà. On a également des brosses qui se montent sur des débroussailleuses qui permettent de faire tous les pieds de mur, tous les pavages, tous les endroits où éventuellement on veut que le terrain soit nu. Nous utilisons 2 balayeuses, une moyenne balayeuse, une grosse balayeuse, avec des balais désherbeurs, qui là aussi ont un rôle sur les zones imperméables, donc les zones d'enrobés, les zones de pavés, pour venir un petit peu gratter les joints et puis enlever au niveau des fils d'eau et de la voirie. Donc dans le cadre de notre plan zéro pesticide, nous avons analysé différents matériels. Donc après plusieurs présentations de commerciaux, nous avons pu tester des matériels et en fait nous avons fait le choix d'investir d'abord dans un désherbeur mécanique, donc qui se met derrière un mini tracteur avec une dimension, alors au regard de la dimension de nos allées, nous avons pris quelque chose qui faisait 1,20 m de largeur et donc qui nous permet en une passe de redéfinir d'une part nos allées qui sont essentiellement gravillon et sable et donc de pouvoir désherber en une passe un maximum d'allées. On est en train de bricoler nos petites déneigeuses, si vous voulez, avec une lame pour pouvoir désherber les sablés. C'est en cours et c'est fait. C'est des choses qu'on invente. On a inventé du matériel, des brosses notamment, qu'on a fabriqué nous-mêmes parce qu'il existe des choses, mais il y a des choses qui sont spécifiques et qu'on a pu inventer. Donc le matériel est quelque chose d'important et l'investissement, notamment au niveau de tout ce qui est désherbage des allées sablées, etc., c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est en cours et ça se fait avec l'accord de nos élus, évidemment. Quand on n'utilise plus de produits phyto, on a besoin d'un matériel très spécifique, notamment pour tout ce qui est thermique. Donc on utilise le thermique depuis maintenant 5 ou 6 ans chez nous. On a formé d'ailleurs les balayeurs en priorité. J'ai acheté un brûleur thermique qui s'en sont servis 2 fois. Parce que c'est assez pointu, le brûlage thermique. Et puis on peut pas brûler des surfaces, ça sert à rien de brûler des surfaces thermiques. Des petits carrés pour une raison ou une autre, d'accord, mais bon. À vrai dire, on a
pratiquement abandonné cet usage parce que d'abord ça consomme beaucoup de gaz et puis bon c'est efficace mais il faut y revenir assez souvent. Mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas forcément la solution la plus adaptée parce que c'était en gros une binette différente, c'est-à-dire que ça n'empêchait pas de la réapparition des herbes, ça supprimait uniquement les plantules apparentes et voire même ça réchauffait certaines graines qui faisaient des V derrière. Et puis bien entendu aussi on s'est rendu compte qu'en termes d'application c'était compliqué d'expliquer à du personnel qu'il faut passer sans avoir l'impression que la plante est brûlée déjà. Il y a quand même les gaz brûlés, toute une journée c'est pas le top. On a une personne qui maîtrise le sujet à merveille. Pour nous c'est assez efficace. Bon, il faut voir aussi après le coût du gaz, parce que c'est vrai qu'on en utilise quand même assez quand même, c'est assez important, mais l'un dans l'autre je pense qu'on n'est pas perdant. Vu le prix des produits phytosanitaires aujourd'hui, je pense qu'on doit rentrer dans les clous. Alors c'est un petit peu technique, on parle thermique, mais on va parler surtout du fait que on tient compte des plantes, pour que s'il y ait une réaction immédiate et durable. Donc on tient compte du fait de la cuticule des plantes au travers de l'échange gazeux, dans le sens où la plante se protège la journée par le fait de la création de la cuticule qui protège ses stomates. Et en passant dans la journée en forte chaleur, on crée un deuxième stress qui fait que la plante ne repousse pas ou se bloque. Certains pensent qu'il faut rester longtemps sur la plante, tant qu'elle ne crame pas, ils ne partent pas, alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire justement, il faut d'une part que la plante soit très jeune, le faire rapidement, et on passe, mais pas s'arrêter sur chaque plante et tout. Et donc, on s'aperçoit que certains ont complètement arrêté cet outillage-là, alors qu'il est complémentaire à d'autres, mais il faut savoir l'utiliser quand il faut, où il faut, c'est-à-dire nous on l'utilise sur du dallage, pavage, et de temps en temps à des endroits inaccessibles dans le cimetière qui nous complètent les autres techniques. Ce sont des choix, le thermique. C'est où on continue dans le phyto et on tombe dans l'action que l'on connaît au travers du côté néfaste au niveau de la santé des gens et de la nature, où on rentre dans le côté technique, on se pose des bonnes questions et le thermique fonctionne. La façon d'être a beaucoup plus évolué dans la production, où on n'utilise plus du tout de produits phyto et on utilise des auxiliaires, c'est-à-dire des coccinelles, etc. Coccinelles, c'est ce que tout le monde connaît, pour lutter contre les insectes au niveau des serres, et on fait cette démarche depuis 15 ans au serre municipal de Mâcon. On n'utilise plus de produits phyto au serre. Notamment des insecticides qui sont les produits les plus dangereux pour la population. Donc ça, on fait ça, pour la santé des gens qui travaillent dans les serres, et deux aussi, évidemment pour l'environnement. Une spécificité de Quetigny, c'est d'avoir plus de pratiquement 33 à 35 hectares d'air sablé, chose que d'autres collectivités n'ont pas forcément. Donc en 2009, nous avons mis en place des parcelles d'essai pour, au niveau de ces aires sablées, essayer d'anticiper le couvert végétal. Comme on dit, la nature ayant horreur du vide, nous avons préféré un petit peu devancer la nature plutôt que subir sur certaines herbes sauvages ou adventices qui pourraient être pour nous très problématiques par la suite. Je vais vous présenter la première zone sur site. Depuis 2009, nous n'avons pas ressemé et on retrouve la cérestre par exemple, et notamment certaines fétuques qui étaient présentes dans les mélanges d'essai. Toute cette végétation est restée et c'est majoritairement la cérestre qui est restée, mais ça fait une zone où on ne vient que entretenir de manière très ponctuelle. Et là, par exemple, ce style-là, à peu près 3 passages par an, y compris en comprenant aussi le ramassage des feuilles, etc. Ça aussi, c'était une technique alternative que nous avons mis en place, c'est-à-dire que là, sur quelques rues, nous avons testé les pieds de murs fleuris.
et avec les plantes que nous avions en stock, mais on espère pouvoir avec la population échanger et faire qu'on leur en donne, ils nous en donnent et on varie les plaisirs. Nous avons mis en place certains mélanges fleuris qui sont notamment du mélange pied de mur qu'on retrouve sur ces fiches techniques, où aux abords, au pied de nos arbres, un mélange fleuri, c'est un biocouvre pied d'arbre, qui est un mélange de chez Novaflore, qui nous permettent de quasiment pas intervenir en termes de débroussailleuse au pied des arbres, zone où les herbes, les adventices poussent le plus souvent. On vient un petit peu coloniser l'espace du pied d'arbre. Et là, par exemple, part de la plantation, on retrouve des iris, on retrouve du pénicétum, où on vient un petit peu des euphorbes, on vient couvrir par un végétal, et puis si on enlève quelques feuilles, on va voir un paillage qui est de l'ordre plus minéral. Et qui est là, où on allie là plus l'esthétisme et notamment la couverture de nos pieds d'arbre. C'est là qu'on va en premier, parce que que ce soit nous les employés, pour la population, on veut que ce soit propre. Donc nous, le cimetière, on essaye qu'il n'y ait pas d'herbe dans les allées. Il faut que ça soit absolument nickel, sinon on considère qu'on n'entretient pas notre patrimoine, y compris ses lieux de repos. Le cimetière, il faut le surveiller, et dès que l'herbe a 10 cm ou 15 cm, il faut passer la tondeuse. Il faut passer la tondeuse, il faut passer les débroussailleuses, il faut passer les tailleuées, il faut toujours que ça soit relooké, quoi. Nous n'avons pas encore cette idée comme les anglo-saxons où il faut mettre beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, que ça doit être néanmoins un endroit vivant, donc il faut le respecter, surtout dans les villages, ils sont très très attachés à que ça soit un endroit vraiment très propre. N'importe comment aujourd'hui on traite au vinaigre, ça fonctionne quand même correctement. On ne va pas dire que c'est aussi efficace que les pesticides, mais ça fonctionne quand même pas mal. Néanmoins, on est quand même obligé de repasser derrière un peu avec la binette. Tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, tous les 15 jours, 3 semaines. La perception de la population, de l'herbe dans un cimetière, c'est quelque chose qui fait peur, je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc, nous on a dit, il faut que ça soit traité comme avant, sauf que en 0 pesticide. Et là, le pari est gagné puisque nous traitons le cimetière avec les différents outils que nous avons à notre disposition, un petit peu de courage, beaucoup d'envie, de plaisir, et à partir de là, on y arrive sans problème. Des mélanges sont spécifiquement étudiés pour être semés entre les tombes, et nous allons très prochainement mener à bien la réflexion complète du cimetière, et notamment en partie avec ces mélanges-là. Et nous pensons que ça sera une vraie réussite lorsque l'ensemble des produits phyto seront lessivés, et notamment les antigerminatifs. Quand ce sont des glyphosates à action directe, une année suffise. Mais pour de l'antigerminatif qui aurait été mis en place, il faut pratiquement 3 ans. Abandonner le phyto, c'est donc possible. Quelles en sont les conséquences sur le travail des employés communaux ? Bon, ce qu'on a ressenti, nous, avec le 0 pesticide, c'est qu'effectivement, la charge de travail est un petit peu plus importante. Forcément, hein, on doit repasser derrière avec la binette, etc. Le triple de temps. Le triple de temps. C'est toujours gênant de travailler un peu plus, au travers du fait que le phyto, c'est simple, hein, on en passe, et on revient une deuxième fois dans la saison et on n'en parle plus. Pour faire le cimetière avant avec un produit phytosanitaire, il nous fallait 3 voire 4 heures. Et maintenant, il nous faut une journée à peu près. Nous avons constitué une brigade verte, en fait. Donc nous avons recruté une dizaine de personnes pour rendre l'espace public propre pour les habitants, ce qui, dans le contexte économique actuel, apporte une plus-value certaine, puisque non seulement cette démarche est vertueuse, mais créatrice d'emplois. Pendant les périodes où on a une poussée d'herbe, on fait quelquefois appel à des aides extérieures, avec des associations de réinsertion par le travail qui nous aident bien dans cette tâche un peu ingrate, il faut le dire. Si on laisse pousser trop, après pour brûler c'est pas facile, et s'il faut vraiment tout faire à la binette, là c'est sûr qu'on perdrait un temps phénoménal.
Mais autrement, oui, il faut qu'on s'organise par rapport à la pousse, au temps qu'il fait. On n'a pas le choix. On est obligé de s'organiser par rapport à ça. Pas se laisser dépasser par les mauvaises herbes. Maintenant, on sait qu'il faut être très rigoureux, c'est tous les 15 jours, il y a un passage, dès qu'on voit que ça pousse, il faut l'enlever. Enfin, les garçons savent très bien, ils s'autogèrent parfaitement. C'est pas dérangeant, vraiment c'est pas dérangeant. Quand c'est suivi tous les 15 jours, 3 semaines, c'est bien. Quand c'est suivi tous les 15 jours, 3 semaines, bien sûr. Depuis le début, il n'y a pas eu de soucis, du coup on est, c'est vrai, assez libre de pouvoir faire des expériences, tenter des choses pour trouver des solutions du coup sur nos communes. Alors là, on a, je crois, laissé l'intelligence fonctionner, c'est-à-dire surtout ceux des agents communaux qui, sur le terrain, ont commencé à réfléchir par partie, cimetières, rues, tous les endroits qui étaient un peu interrogatifs, monuments aux morts. Eh bien, c'était une possibilité à chaque fois de pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait aborder ce sujet-là et quelles réponses on pouvait amener. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a des réponses différentes. En fait, et quand le problème est là, on trouve une solution rapidement parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement et on se rend compte qu'en fait, les solutions arrivent assez rapidement sans se poser trop de questions. Les réponses, eh bien, elles viennent sur le terrain et du terrain. Tout ce qui est plantation, on est parti dans les plantations de plantes vivaces, de moins en moins d'annuelles. On broie tous nos végétaux, on coupe nos tailles d'arbres. On en fait aussi profiter les habitants de la commune, d'ailleurs. De la même manière qu'on garde aussi toutes nos tontes d'herbes, et on fait notre compost et on met ça à disposition des gens de la commune. Pour continuer, renforcer ce dialogue avec la population, nous lançons une grainothèque pour justement que la population nous aide à faire que nos pieds de mur soient plus fleuris que nous avons pu le tester cette année. Passer au zéro phyto, trouver les bons outils, aux bons endroits, travailler plus, ne pas se laisser déborder par la pousse de l'herbe, même au cimetière, ce n'est finalement pas le plus difficile. Reste à trouver la bonne approche. La bonne communication pour calmer les mécontents, ceux de la génération Roundup. Et donner l'exemple peut réussir à faire changer les mentalités. Le paysage de nos communes n'a pas changé. On imaginait qu'il allait y avoir de l'herbe haute d'1,50 m et qu'on allait plus se voir. En fait non, bien au contraire. Bien au contraire, on s'aperçoit qu'on a remplacé du bitume par de l'herbe ou par des fleurs. Et donc tout va bien, si je puis dire. Même c'est une amélioration par rapport peut-être à ce qu'il y avait avant. Et puis il y a des zones qui étaient désherbées avant qu'on laisse maintenant en tonte. Donc voilà, du coup c'est aussi rapide que du désherbant et ça ramène un peu de verdure dans nos villages. Laisser place à une végétation naturelle, quand l'entretien zéro phyto s'avère impossible, c'est le principe pionnier adopté par la ville de Rennes. Donc nous, le principe, c'est de laisser pousser l'herbe et de la maîtriser. Alors partout on fait comme ça, hein. On laisse pousser l'herbe et on la maîtrise, c'est tout. Il ne faut pas non plus trop désherber, parce qu'après, plus vous désherbez, plus il faudra désherber. Il faut laisser pousser l'herbe aussi. Hein. Et puis toutes les surfaces qu'on faisait au désherbant, on ne pourra pas les empêcher. Donc il faut accepter qu'il y ait des endroits où il y ait de l'herbe là où il n'y en avait pas avant. Il y a un peu d'herbe au pied d'un mur, sur la moitié d'un trottoir, ou si elle est limitée et encadrée, elle ne gêne pas. Beaucoup moins que ce qu'on mettait avant pour l'empêcher de pousser. Au lieu de vouloir lutter et puis de trouver un milieu inerte sans herbe, on prévoit de mettre un mélange spécifique entre les joints. L'intérêt d'un micro-trèfle nain, c'est de ne pas dépasser 2 voire 3 cm maximum, ce qui nous permettra de ne pas intervenir du tout de l'année. Cette année, ça commence réellement à rentrer dans les mœurs. Voilà. Et puis ils apprécient quand même, ne serait-ce qu'ici dans la fontaine aux fées, ils apprécient quand même ce côté vraie nature et pas nature travaillée, proprette, c'est la vraie nature. Ça, il y en a eu des choses. Il y a même une pétition comme quoi que c'était inadmissible de laisser le cimetière avec de l'herbe partout. Des réactions épidermiques du style talent n'entretient plus ses pelouses, ne passe plus la tondeuse, à quoi ça sert qu'on paye des impôts, autant licencier du personnel des espaces verts.
des expressions très modérées. Alors au début on avait mis des panneaux dans le cimetière, on a mis un panneau comme quoi qu'on désherbait plus pour le bien-être de tout le monde, enfin bon, blabla. Les panneaux ils ont toujours été arrachés, cassés. Alors après on n'a plus mis de panneaux et puis on a continué. On attend des retours des plus anciens comme moi là, qui sont de la génération Roundup, comme on dit, et qui ont plus de mal que les plus jeunes donc à s'adapter. Nous, sur Sevigny, on a des gens, ça choque, qui a de l'herbe dans les trottoirs. Donc c'est souvent qu'on nous dit, vous n'avez pas fait votre travail, alors que bon, on est une commune zéro phyto, donc il faut que les gens commencent à accepter les herbes qui reviennent un peu au bord des trottoirs, au bord des murs. Disons le principal obstacle, c'était la population qui ne comprenait pas qu'il y a encore de l'herbe sur les trottoirs et dans les allées des cimetières. Voilà, c'est le principal frein qu'on a rencontré. J'ai commencé tout de suite à expliquer à la population pourquoi on n'allait plus mettre de pesticides. Chacun a reçu un petit mot, chaque foyer. Quand nous procédons à l'engazonnement d'une voirie aux abords de chez Jean, il y a un courrier systématique qui est envoyé par monsieur le maire pour expliquer nos démarches. Par les panneaux aussi de signalisation, enfin les panneaux de communication que l'on retrouve sur certaines rues, et notamment aussi des tags invitant les gens à rejoindre ces zones qui sont des zones pour nous en zéro phyto. On fait une forte communication dans notre bulletin municipal. Nous avons organisé également une soirée où nous avons proposé, nous avons expliqué notre démarche. Ce qu'on fait, nous, au niveau du service, c'est qu'on rencontre systématiquement les gens qui se plaignent. Le dialogue face à face est quelque chose d'important pour nous au service. Donc à partir du moment où on avait des commerçants ou des habitants du centre du cœur de ville qui ont commencé à nous interpeller sur le désherbant, on leur a expliqué que on avait quelqu'un qui ramassait l'herbe à la main, qui arrachait l'herbe à la main, on a un balayeur spécialisé dans l'herbe si vous voulez, et avant qu'il puisse arracher l'herbe, il faut d'abord que l'herbe pousse. Donc en général, et dans 99% des cas, les gens comprennent la démarche. Il suffit de communiquer et de surtout rencontrer les gens et de leur expliquer. À partir de ce moment-là, tout est gagné. On voit quand on utilise, on essaye d'aller les voir, leur expliquer la chose. Et on a réussi à raisonner déjà des personnes sur la commune à arrêter de mettre du produit phytosanitaire. Ça, c'est bon. Nous, c'est une doléance de monsieur le maire. Il nous le dit, si vous voyez des gens qui en mettent, essayez de leur expliquer le pourquoi du comment. Et on a réussi déjà à des bons adeptes à les faire arrêter. C'est aussi parce que les employés communaux se retrouvent en première ligne pour transmettre leur savoir-faire que la formation Certi-Phyto est devenue indispensable. Nous avons souhaité, nous, former 60 personnes de notre service au Certi-Phyto pour que ce soit quelque chose qui leur devienne quelque chose de personnel. Ce n'est pas un certificat qui va leur servir dans leur vie professionnelle, c'est un certificat qui va leur servir dans leur vie de tous les jours. Et on n'a pas de meilleur ambassadeur que les jardiniers de la ville de Mâcon dans la région pour transmettre, si vous voulez, cette volonté de faire. Et puis avec la formation Certi-Phyto, du coup, on a aussi eu l'aspect législatif, le fait que ça allait être interdit bientôt et qu'il allait falloir passer au zéro phyto. Et donc on s'est dit, quitte à faire, autant le faire maintenant du coup et se préparer en amont. Si j'ai une attente, effectivement, c'est une évolution du cadre législatif, mais en même temps, des moyens pour permettre aux collectivités de s'adapter à ce nouveau cadre, et en même temps des moyens pour la communication, parce que comme je le disais tout à l'heure, la communication est le nerf de la guerre, et si nous voulons que les citoyens adhèrent en masse à cette démarche, il faut que nous puissions au maximum donner les moyens de la sensibilisation. Alors là où on souhaiterait plus être aidé, c'est financièrement pour l'achat de matériel, parce que le matériel aujourd'hui, le nouveau matériel pour le désherbage, est quand même relativement cher. Pour moi, c'est la seule aide que j'aimerais avoir pour l'instant. Le plan zéro pesticide nous a permis aussi de voir quel budget nous pouvions mettre en face pour pouvoir atteindre l'objectif du zéro pesticide. Et donc, comme nous étions une commune qui étions partis tôt dans la démarche, nous avons pu bénéficier des subventions de la région par l'intermédiaire de l'agence de l'eau
Et donc tout matériel est subventionné à 80%, ce qui, au final, permet à une commune de s'équiper à un coût moindre et donc permet d'avoir du matériel efficace. En définitive, ce qu'on attend nous de notre démarche au niveau de la communauté de communes, c'est de pouvoir acheter du matériel en commun, mutualiser du matériel. Ça me paraît indispensable. On mutualise déjà les personnels, les intelligences et donc les réponses avec. On ne peut plus concevoir les aménagements comme on les concevait il y a 20 ans ou 10 ans ou ne serait-ce que 5 ans avant. Maintenant, et là, l'entretien zéro pesticide fait partie des différentes contraintes, comme les contraintes financières. Ça fait partie de l'ensemble du panel des contraintes qu'il faut prendre en compte dès la conception d'un aménagement. On a un gros avantage quand même, c'est que la commune a procédé à beaucoup de rénovation des revêtements sur les trottoirs, donc c'est quand même appréciable. On n'a plus guère de trottoirs en sablé ou en revêtement perméable, donc c'est quand même plus facile à entretenir. Et également, nous voyons auprès de la population si certains habitants n'auraient pas envie de faire profiter et pâturer leurs animaux sur des terrains communaux. Donc on espère pour 2016 pouvoir faire une première expérimentation de cette technique et on espère beaucoup sur cette technique-là. Pour autant, suffira-t-il d'une loi pour gagner la bataille contre les produits phytosanitaires ? Sur les territoires Bourgogne-Franche-Comté, depuis 2005, 350 à 400 collectivités ont pu bénéficier d'aides financières de la part des agences pour s'engager dans une démarche zéro phyto. Alors certaines sont aussi parties sans aide de la part des agences, se sont posé des questions et on estime à 30 à 40 le nombre de collectivités qui sur le territoire sont actuellement en zéro phyto. Je crois que c'était indispensable d'en arriver là parce que, qu'on le veuille ou non, les habitants, mais la réflexion que l'on a sur la nature, sur le devenir, je veux dire, des hommes, devait passer aussi par une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle doit passer aussi par les acteurs. Je crois que les acteurs municipaux sont les premiers face, je veux dire, aux habitants. Donc c'est à eux de montrer l'exemple. Et je pense que là, il y a encore une belle idée qui est en train de s'installer et s'instaurer dans nos villages. On sait qu'on ne va pas refaire le monde, mais on voudrait déjà, nous, communes, avec nos employés, donc s'engager dans cette démarche-là pour être exemplaires au niveau de la population. Eux, ils sont tout à fait conscients que maintenant, de toute façon, les pesticides vont être interdits dans tous les villages, que les communes doivent se sensibiliser absolument à ce sujet et qu'on doit montrer l'exemple. La transmission par la répétition, d'une façon pédagogique, on va dire, de dire diminuons absolument nos doses de phyto. C'est valable pour la ville, mais c'est valable chez soi. On peut avoir les mauvaises herbes, ça peut être quelque chose. On parle de mauvaises herbes. Est-ce qu'il y a réellement des mauvaises herbes ? Mais il faut accepter l'herbe. Il faut surtout que les gens acceptent l'herbe. Alors quand il y en aura dans toutes les communes, chez nous, l'accepteront aussi. Les collectivités sans les citoyens ne font que la moitié du travail, parce que dans le domaine de la protection de l'eau, il n'y a pas de geste anodin. Et nous sommes chacun responsable, en l'occurrence de notre environnement, et chaque personne utilisant même très peu de produits phytosanitaires, en fait, a un impact direct sur l'eau. Et donc un impact direct sur un patrimoine collectif. On le fait pour soi, mais on le fait aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. C'est ça l'investissement qu'on fait aujourd'hui, c'est pour plus tard. C'est pas bon maintenant. Par contre, voilà, je pense que c'est bien qu'il faut qu'on puisse accompagner les autres communes, que les gens puissent savoir qu'on peut le faire et que les mentalités changent et que c'est pas régresser, c'est l'inverse, c'est franchement c'est une évolution. Et dans le futur, on va démontrer que de toute manière c'était une belle initiative et puis qu'il n'est pas question de revenir en arrière, quoi.